L'arôme du plastique neuf et la promesse d'un univers de possibilités enivraient encore Kwame. La boîte du Nzuri X, le tout dernier smartphone lancé par une start-up technologique prometteuse d'Accra, reposait sur la table basse de son petit appartement impeccable dans le quartier d'Ossou. Kwame, jeune archiviste méticuleux et quelque peu solitaire, avait gagné l'appareil lors d'un tirage au sort organisé par l'entreprise où travaillait son cousin Kofi. C'était un saut quantique par rapport à son ancien téléphone. Un guerrier fatigué à l'écran fissuré et à la batterie défaillante qui ressemblait davantage à une relique d'un temps oublié. Il avait passé la nuit de vendredi plongé dans la configuration, transférant ses contacts avec la patience d'un moine, téléchargeant des applications qui promettaient de faciliter sa vie organisée, personnalisant chaque sonnerie et notification avec un soin quasi cérémoniel. La sensation était celle d'une pure euphorie enfantine, comme s'il avait gagné la clé d'un royaume enchanté, une nouvelle fenêtre sur le monde, plus brillante et plus rapide. Épuisé, mais vibrant d'un bonheur palpable, vers 2 heures du matin, il brancha le Nzuri X au chargeur à côté de son lit et s'endormit presque instantanément, un sourire flottant encore sur ses lèvres, rêvant d'interfaces fluides et de connexions ultra rapides. Le samedi se leva paresseux, le soleil ghanéen filtrant timidement à travers le rideau en tissu imprimé de motifs adinkra, peignant la chambre d'une lumière ambrée et accueillante. Kwame s'étira, son corps sentant encore la fatigue de la semaine de travail aux Archives nationales, à cataloguer des documents centenaires, mais son esprit bouillonnait de la nouveauté technologique. La première chose qu'il fit, bien sûr, avant même de penser au petit déjeuner ou d'ouvrir les fenêtres sur l'agitation matinale d'Ossou, fut de prendre le Nzuri X. L'écran brillant le salua d'une animation douce. Il navigua dans les menus, admirant la fluidité, la netteté des couleurs, la réponse tactile qui semblait comprendre ses commandes, avant même qu'il ne les ait complétées. Il décida de tester l'appareil photo, l'un des points forts de l'appareil, selon les critiques qu'il avait lues avidement. Il ouvrit la galerie, s'attendant à trouver le vide d'un appareil fraîchement configuré, peut-être 1 ou 2 photos de test qu'il aurait prises la veille sans s'en rendre compte. Et alors, son cœur fit un bond, non pas d'admiration, mais d'une peur glaciale qui lui parcourut l'échine comme un mamba perfide glissant dans l'herbe froide. Elles étaient nées là. 2 photos. 2 photos qu'il n'avait pas prises. Absolument pas. La première montrait sa chambre, le lit défait avec le drap froissé, et lui, Kwame, dormant profondément, la bouche entr'ouverte dans une expression d'inconscience totale, une mèche de cheveux tombant obstinément sur son front. La photo avait été prise d'un angle légèrement surélevé, comme si quelqu'un se tenait debout à côté du lit, peut-être à 2 pas de distance, l'observant. Un frisson hérissa les poils de sa nuque, et un nœud se forma dans son estomac. Il vivait seul, complètement seul. Depuis qu'il avait emménagé dans cet appartement 3 ans plus tôt, il n'avait jamais donné la clé à personne. Il ne recevait pas de visites depuis des semaines, et il était particulièrement rigoureux, presque obsessionnel, quant à la sécurité de son appartement au 3e étage d'un immeuble ancien, mais bien entretenu, dont les escaliers grinçaient avec l'âge. La 2e photo était encore plus troublante, plus intrusive. C'était un gros plan extrême de son visage endormi, si proche qu'il pouvait voir les pores de sa peau, le léger duvet au-dessus de sa lèvre supérieure, la texture de la taie d'oreiller en coton sous sa joue. L'angle suggérait que le photographe était penché sur lui, à quelques centimètres de distance. La date et l'heure imprimées numériquement dans le coin inférieur de la photo étaient sans équivoque. Samedi, 4h37 du matin. Pendant qu'il ronflait, complètement inconscient et vulnérable, quelqu'un ou quelque chose était là, dans sa chambre, enregistrant son sommeil. Une sueur froide perla sur ses mains, et le Nzuri X sembla peser 1 tonne. Qui? Comment? La question résonnait dans son esprit, de plus en plus fort, de plus en plus désespéré. Sa première pensée, logique et pragmatique, fut un hacker, mais le téléphone était neuf, sorti de sa boîte. Le réseau Wi-Fi de sa maison était protégé par un mot de passe long et complexe, qu'il avait lui-même créé et changé régulièrement. S'agissait-il d'une application malveillante préinstallée, improbable pour une marque comme Nzuri, qui cherchait à consolider sa réputation sur le marché concurrentiel africain de la technologie? Il passa les heures suivantes dans une investigation numérique frénétique et infructueuse, vérifiant les autorisations de toutes les applications, cherchant tout logiciel espion, lançant des antivirus. Rien. Le téléphone semblait propre, immaculé. Alors, la paranoïa se tourna vers le physique. Il fouilla l'appartement minutieusement, chaque coin, chaque placard, sous le lit, derrière les rideaux. Fenêtre verrouillée de l'intérieur.
porte avec le double verrou et le pêne de sûreté passé de l'intérieur, comme il le faisait toujours avant de dormir. Rien n'était déplacé, sauf sa tranquillité d'esprit, qui s'était évaporée comme la rosée sous un soleil de plomb. Ce samedi, qui s'annonçait auparavant prometteur et excitant, se transforma en un calvaire d'anxiété et de peur croissante. Chaque grincement du plancher en bois du vieil immeuble, chaque bruit provenant du couloir ou de la rue en bas, le faisait sursauter, le cœur battant la chamade dans sa poitrine. Il mangea à peine, le nœud dans son estomac se resserrant à chaque heure qui passait. La nuit, l'idée de dormir dans sa propre chambre était terrifiante. Il laissa toutes les lumières de l'appartement allumées, créant une atmosphère irréelle et lugubre. Il plaça une chaise lourde pour caler la poignée de la porte de la chambre, bien qu'elle soit déjà verrouillée de l'intérieur. Il tenait le Enzuri X, comme si c'était une arme, ou peut-être un talisman, actualisant la galerie toutes les quelques minutes, le cœur battant, espérant et craignant en même temps de trouver de nouvelles preuves de cette présence invisible. Le sommeil, quand il vint enfin, entraîné par l'épuisement, fut léger, superficiel, entrecoupé de cauchemars vivaces, où des ombres se déplaçaient dans l'obscurité de sa chambre, et le flash d'un appareil photo invisible se déclenchait dans sa direction. Dimanche. Nouvelle photo. La terreur s'intensifia, devenant presque palpable. 3 cette fois. L'une montrait ses pieds nus, dépassant du drap fin. Une autre, sa main posée à plat à côté de l'oreiller, les doigts légèrement courbés. La troisième, et peut-être la plus glaçante, était prise depuis le seuil de la porte de la chambre, le cadran en entier sur le lit, une silhouette solitaire et vulnérable au centre de l'image. L'horodatage. Dimanche, 5h12 du matin. Le désespoir commença à faire place à une rage froide et à une détermination croissante. Ce n'était pas une défaillance technique, un bug bizarre. C'était une invasion, une violation grotesque de sa santé mentale et de son espace le plus intime. Quelqu'un entrait dans son appartement, déjouait ses serrures, l'observait, le photographiait. Mais comment? Et pourquoi? Le lundi, les cernes profonds et les nerfs à vif, Kwame apporta le téléphone au petit centre de service après-vente agréé de Nzuri, dans le centre d'Accra. Le technicien, un jeune homme avec des lunettes à monture épaisse et un air ennuyé qui semblait avoir tout vu, écouta son histoire avec un scepticisme mal dissimulé, frôlant presque le dédain. Après une analyse superficielle, branchant l'appareil à son ordinateur et exécutant quelques diagnostics rapides, il déclara que l'appareil était en parfait état de fonctionnement. Il suggéra, avec un sourire condescendant, que Kwame pouvait souffrir de somnambulisme photographique, une pathologie dont Kwame n'avait jamais entendu parler, ou qu'un ami farceur doté d'un sens de l'humour particulier avait accès à son appartement et lui jouait un tour. Kwame sortit de là plus frustré et humilié que jamais, se sentant ridiculisé et complètement seul dans son tourment. Il commença à douter sérieusement de sa propre santé mentale. Faisait-il cela sans s'en souvenir? Impossible. Il était méthodique, presque obsessionnel dans sa routine et sa mémoire était impeccable. Il décida de prendre une mesure drastique. Il acheta une caméra de sécurité bon marché, de celle qui enregistre sur carte mémoire, dans un magasin d'électronique du marché de Makola. Il l'installa discrètement dans un coin de la chambre, pointé directement sur son lit, s'assurant que tout l'environnement était dans le champ de vision. Cette nuit-là, il ferma à peine l'œil. La peur était une présence physique dans la chambre, froide et oppressante. La lumière rouge de la caméra clignotant dans l'obscurité était sa seule consolation. Une promesse que, le matin, il aurait des réponses. Mardi, la terreur à l'état pur, maintenant avec une couche de perplexité insondable. Nouvelle photo sur le Enzuri X, similaires aux précédentes, lui dormant dans des positions légèrement différentes. Mais la caméra de sécurité, rien. La carte mémoire était vide, comme si elle n'avait absolument rien enregistré pendant la nuit, bien qu'elle soit allumée, connectée à l'alimentation, et que le voyant d'enregistrement clignote, jusqu'à ce qu'il s'endorme. C'était comme si l'intrus connaissait l'existence de la caméra et l'avait neutralisée d'une manière invisible, ou, et cette idée le glaça jusqu'aux os, comme si le Enzuri X lui-même avait une volonté propre macabre, une capacité à enregistrer ce qu'aucune autre technologie ne pouvait. Désespéré, se sentant piégé par quelque chose qui défiait toute explication logique, Kwame se souvint de Tantakwa, une grand-tante du côté maternel qui vivait dans un petit village aux alentours de Kumasi, au cœur de la région Ashanti. Tantakwa était une femme âgée, au visage serein et aux yeux qui semblaient contenir la sagesse de génération.
Elle était respectée par tous dans la famille et la communauté pour sa connaissance des traditions ancestrales, des contes anciens qui expliquaient le monde, et, disaient certains avec un murmure révérencieux et une pointe de crainte, des arts occultes, de la communication avec le monde des esprits. Kwame avait toujours été sceptique quant à ces choses, un homme de science, de faits, d'archives et de logique. Mais la logique l'avait abandonné, le laissant à la dérive dans une mer d'inexplicables. Le vendredi suivant, après une semaine entière de tourments croissants, de nuits blanches peuplées d'ombres et d'anxiété, il prit un trottoir bondé et bruyant pour le village de Tantakua. Le voyage fut long et poussiéreux, mais chaque kilomètre qui l'éloignait d'Accra et de son appartement hanté semblait alléger un peu le poids sur ses épaules. Il la trouva assise sur une natte de paille tressée à l'ombre généreuse d'un grand manguier. Ses yeux, bien que ridés par l'âge, brillaient d'une vivacité surprenante et d'un calme que Kwame envia profondément. Kwame, hésitant et se sentant un peu sot, raconta son histoire, commençant par la joie d'avoir gagné le nouveau téléphone et terminant par le mystère de la caméra de sécurité vide. Il s'attendait à être accueilli avec incrédulité ou peut-être même moquerie pour sa soudaine croyance en l'inexplicable. Au lieu de cela, Tantakua écouta attentivement, en silence, ses doigts fins et noueux, traçant des motifs invisibles sur la terre battue à ses pieds, comme si elle y lisait une réponse. Quand Kwame eut terminé, montrant les photos troublantes sur le Nzuri X, Tantakua soupira profondément. Un son qui semblait venir du fond de son âme ancienne. « Mon garçon », dit-elle en twi, sa voix douce comme le murmure du vent dans les feuilles de manguier, « tu as apporté dans ta maison, dans ton lieu de repos, quelque chose qui porte plus que des circuits et du verre. Tu as apporté un auditeur, un observateur. Le téléphone tente. Mais il est neuf. »« Scellé dans sa boîte, » protesta Kwame, s'accrochant encore à un fil de rationalité. « Neuf pour toi, peut-être, » répondit-elle avec un léger sourire énigmatique. « Mais les matériaux dont il est fait, les minéraux extraits de la terre profonde, le sable transformé en verre, les métaux qui ont parcouru de longs voyages, tout cela porte des échos, des mémoires de la terre elle-même. Et ta maison, Kwame, l'endroit où tu vis, où est-elle construite? Connais-tu l'histoire de la terre sous tes pieds? Les esprits qui y habitaient avant même que les premières pierres de ton immeuble ne soient posées? » Kwame secoua la tête. C'était juste un vieil immeuble à Osu, un quartier animé et historique d'Accra. Qu'y avait-il d'autre à savoir? Il payait son loyer à temps, gardait l'endroit propre. Il n'avait jamais pensé à la terre elle-même. Tantakua commença alors à tisser une histoire, un récit qui semblait venir de temps immémoriaux, comme si elle lisait dans un livre invisible écrit par le temps lui-même. Elle parla de la terre d'Accra, une terre ancestrale qui avait vu des empires naître et mourir, un carrefour de peuples et d'esprits depuis des temps immémoriaux. Elle parla des Ga, les habitants originels de cette région côtière, et de leur profonde connexion spirituelle avec le sol sacré, avec chaque rocher, chaque ruisseau, chaque arbre imposant. Elle mentionna que, dans certains lieux, où des événements significatifs s'étaient produits au cours des siècles, des batailles sanglantes, des rituels sacrés d'une grande puissance, ou même des tragédies profondes qui avaient alors marqué l'âme de la terre, les esprits de la terre, les gardiens ancestraux, restaient plus attentifs, plus sensibles aux perturbations ou aux nouvelles énergies qui y arrivaient. L'objet que tu appelles téléphone, continua Tantakua, prenant le Nzuri X dans ses mains et l'examinant avec une curiosité qui n'était pas technologique, mais presque anthropologique, est un miroir moderne, fait de sable et de lumière. Et certains miroirs, Kwame, ne reflètent pas seulement ce qui est devant eux dans le monde visible. Ils peuvent capturer des murmures de l'autre côté, du monde des esprits, surtout s'il y a une présence qui désire être vue ou qui se sent dérangée par quelque chose de nouveau et d'inconnu. Elle expliqua que l'immeuble de Kwame, selon les histoires que sa grand-mère lui avait racontées, et la grand-mère de sa grand-mère avant elle, aurait pu être construit sur ce qui était autrefois une zone de grande importance rituelle pour les anciens prêtres Wulomei du peuple Ga, un lieu de pouvoir et de communication avec l'invisible. Il était possible qu'un esprit gardien de la terre, ou peut-être un ancêtre oublié de cette lignée sacerdotale, encore lié à ce sol, se soit senti attiré ou perturbé par l'énergie concentrée et nouvelle de l'appareil électronique, ou par la présence même de Kwame, un étranger dans cet espace sacré. « Ce n'est pas nécessairement malveillant, mon fils, » dit-elle, voyant la peur persistante dans les yeux de Kwame. « Il peut être simplement curieux, ou chercher la reconnaissance, une façon de dire « je suis ici, cette terre a une histoire », ou peut-être, comme le disent les anciens,
t'alertant sur quelque chose que tu ne vois pas, quelque chose qui est déséquilibré dans ta vie ou dans ton environnement. Tantakwa tint le Nzuri X un instant de plus. Ses doigts ridés parcoururent la surface lisse et froide de l'appareil. Cet appareil contient du métal de la terre, du sable transformé en verre, une énergie qui pulse, des éléments qui connaissent les secrets anciens. Même si les hommes qui les ont façonnés l'ont oublié, il est devenu un canal, un pont involontaire. Elle expliqua alors à Kwame ce qu'il devait faire. Il devait retourner à Accra et accomplir un petit rituel d'apaisement et de reconnaissance. Rien de tape à l'œil ou de compliqué, mais quelque chose fait avec intention et respect. Il devait se procurer de l'eau pure d'une source naturelle, si possible, ou du moins de l'eau qui avait reposé sous la rosée de la nuit, recueillie avant le lever du soleil. Des herbes spécifiques, elle lui donna une petite botte de feuilles séchées, attachées avec une fibre végétale, qui avait un arôme pénétrant et terreux, des feuilles de nyanya et adwira, connues pour leurs propriétés purificatrices et pour apaiser les esprits, et, le plus important, des mots de respect, de reconnaissance de l'histoire de ce lieu, d'humilité. À la tombée de la nuit, instruisit-elle, avec fermeté et douceur. Avant de te coucher, quand la maison sera calme et que le monde extérieur commencera à se taire, asperge l'eau infusée avec les herbes dans les 4 coins de ta chambre, en commençant par l'est, où le soleil se lève. Pendant que tu fais cela, parle à voix haute, avec clarté et sincérité. Présente-toi aux esprits de la terre, aux gardiens de ce lieu. Dis ton nom, dis que tu honores leur présence et l'histoire qu'ils portent. Dis que tu ne cherches pas à les perturber, mais seulement à vivre en paix et en harmonie dans ton foyer. Demande la permission d'y habiter. Demande la compréhension. Laisse le téléphone, le Nzuri X, sur un tissu blanc propre au centre de la chambre, comme une offrande symbolique de ta connexion avec le monde moderne, mais montre que tu n'oublies pas l'ancien, que tu reconnais qu'il y a plus de choses entre le ciel et la terre que ne le rêve notre vaine technologie. Kwame, bien qu'avec encore une pointe de scepticisme luttant contre le désespoir qui l'avait mené là, sentit une lueur d'espoir authentique, quelque chose que la logique et la technologie n'avaient pas réussi à lui donner. La sagesse ancestrale de sa tante, le calme dans sa voix, la certitude dans ses yeux, semblèrent toucher une corde profonde et oubliée en lui. Il remercia abondamment, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. Il retourna à Accra le lendemain, la petite botte d'herbe gardée précieusement, le cœur partagé entre la peur résiduelle et un calme étrange et nouveau. Cette nuit-là, il suivit à la lettre les instructions de Tantakwa. L'eau, recueillie de la pluie de l'après-midi précédent dans une bassine propre et laissée à la rosée. Les herbes, macérées entre ses doigts, libérant leur parfum fort et primitif dans l'eau, tandis qu'il aspergeait les coins de la chambre. Sa voix, initialement tremblante et incertaine, devint plus ferme, plus assurée. Il parla de sa vie, de ses rêves simples, de son respect pour l'histoire qui le précédait sur ce sol ghanéen. Il posa le Nzuri X sur un foulard blanc qui avait appartenu à sa grand-mère, un petit lien avec ses propres ancêtres. Il dormit, pour la première fois depuis de nombreux jours, d'un sommeil plus tranquille, encore alerte, mais sans la terreur paralysante des nuits précédentes. C'était comme si une tension invisible dans l'air s'était légèrement dissipée. Le lendemain matin, le soleil semblait plus brillant, les bruits d'Accra s'éveillant paraissaient moins menaçants. Les mains tremblantes, mais avec une étrange sensation d'anticipation, Kwame prit le Nzuri X. Il retint sa respiration. Il ouvrit la galerie. Son estomac se noua un instant. Et puis, il laissa échapper un long et profond soupir, un soupir qui sembla emporter tout le poids du monde, toute l'angoisse accumulée. Il n'y avait pas de nouvelles photos, aucune image de lui dormant. La galerie ne contenait que les photos qu'il avait lui-même prises consciemment, quelques paysages urbains d'Accra, des documents importants de son travail aux archives, un selfie maladroit qu'il avait pris avec son cousin Kofi le jour où il avait gagné le téléphone. Dans les jours et les semaines qui suivirent, la normalité revint lentement, comme la marée douce après une tempête. Les photos ne revinrent pas. La sensation oppressante d'être observé diminua graduellement jusqu'à disparaître complètement. Kwame commença à faire des recherches plus approfondies sur l'histoire du quartier d'Osu, découvrant des récits fascinants sur les clans Ga, leur migration ancestrale, leurs lieux sacrés, dont beaucoup sont aujourd'hui enfouis sous le béton de la métropole en expansion. Il visita le musée national avec un nouveau regard, discuta avec des historiens locaux, avec les anciens qui gardaient encore les traditions orales, ressentant une connexion nouvelle et profonde avec le sol qu'il foulait tous les jours. Le Nzuri X continua d'être son téléphone,
un outil moderne et efficace qu'il utilisait quotidiennement. Mais pour Kwame, il ne serait plus jamais un simple appareil électronique. C'était un rappel constant, un rappel que le monde visible, le monde de la logique et de la technologie, n'est qu'une fine couche sur des mystères profonds et anciens. Un rappel que, même à l'ère de l'information instantanée et des réseaux mondiaux, il existe des échos d'un passé qui refuse d'être complètement réduit au silence. Un passé qui, parfois, trouve les failles les plus inattendues pour se manifester, même à travers l'objectif froid et impartial d'un nouveau téléphone portable. Et Kwame, le jeune archiviste autrefois solitaire et sceptique, apprit que, parfois, pour comprendre le présent et trouver la paix, il faut d'abord écouter avec humilité les murmures de l'histoire qui sommeille sous nos pieds. Une histoire qui, en Afrique, est aussi vivante et palpitante que le rythme des tambours au loin. Une histoire qui peut, y compris, demander à être reconnue à travers les technologies les plus modernes. Il ne se sentait plus si seul. Il se sentait, d'une certaine manière, faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand, une toile invisible et ancestrale qui connectait le passé, le présent, et qui sait, peut-être même les rêves et les peurs capturés dans une inexplicable photographie nocturne. L'expérience l'avait transformé, ouvrant ses yeux et son cœur à l'immense richesse et à la complexité palpable de l'héritage africain. Un héritage qui allait bien au-delà des livres d'histoire et des artefacts de musée, imprégnant l'air même qu'il respirait et la terre qui le soutenait, jour après jour.